fait, ça vient d'où la phrase « l'important c'est de participer ». À l'issue des Jeux de Saint-Louis en 1904, le CIO attribue les Jeux suivants, ceux de 1908, à la ville de Rome. Or, dans la nuit du 4 avril 1906, une éruption du Vésuve ravage les environs de Naples. Le bilan est très lourd, 216 morts, 34 000 blessés et plusieurs centaines de milliers de personnes sans abri. Des quartiers entiers de Naples ont disparu. La reconstruction s'annonce longue et très coûteuse. Par solidarité nationale, la ville de Rome décide de ne pas organiser les Jeux olympiques de 1908. C'est donc en 1906 que Londres est désignée par le CIO pour l'organisation des Jeux de 1908. La ville va devoir faire face à un calendrier extrêmement contraint puisqu'elle a moins de 2 ans pour organiser ces Jeux. Les Britanniques veulent rivaliser avec le succès des Jeux olympiques d'Athènes de 1896. Or, ils savent que les Jeux olympiques vont de pair avec un stade olympique. Ils lancent donc la construction d'un gigantesque stade, le White City Stadium, qui sort de terre en moins de 10 mois à peine dans l'ouest de Londres. Avec 65 000 places assises, 23 000 places debout, il peut accueillir un public extrêmement nombreux. Il propose une piste de cyclisme en son centre, une piste d'athlétisme, une piscine olympique et un plongeoir en face des tribunes officielles. Ne cherchez pas le White City Stadium, il a été finalement détruit en 1985. Le groupe irlandais de Pogues lui a même dédié une chanson sur son album de 1989. Ces Jeux de 1908 seront aussi marqués par différentes innovations. L'un des membres du CIO, Eugenio Brunetta Dusso, propose l'idée d'un classement officiel entre les nations participantes. Il émet cette idée en 1907 lors de l'une des réunions du CIO qui se tient alors à La Haye. Le pays vainqueur recevra une statuette de Pallas Athéna que le comte Dusso avait justement dans sa valise au moment de cette réunion. Le comte Dusso est un personnage assez sulfureux d'ailleurs. Il a dépensé des fortunes en sponsoring pour les premières courses automobiles, perd des fortunes également au jeu, il est criblé de dettes. Le comte Dusso aura une fin assez tragique puisqu'il met fin à ses jours en 1919 dans des circonstances assez floues. Il a expressément demandé à être enterré à Pinerolo en Italie, mais jamais son corps n'est parvenu jusqu'à la tombe préparée pour le comte. Après la proposition du comte Brunetta Dusso, les Américains, sûrs de leur victoire, annoncent qu'ils vont remporter haut la main les Jeux Olympiques. Les Anglais ne l'entendent pas de cette oreille. Ils vont rédiger la règle de la quasi-totalité des épreuves et désigner systématiquement des juges, tous britanniques, pour les épreuves olympiques. Dès la cérémonie d'ouverture, le 13 juillet 1908, l'antagonisme entre Anglais et Américains éclate au grand jour. Pour la première fois en effet, les athlètes doivent défiler en ouverture des Jeux derrière leur drapeau national. Ralph Rose, le porte-drapeau de la délégation américaine, arrive au niveau de la tribune officielle où se trouve le roi Édouard VII. Le protocole voudrait qu'il abaisse le drapeau étoilé américain en passant devant la tribune d'honneur en signe de déférence pour le roi. Rose refuse catégoriquement et laisse le drapeau levé. Et on en arrive donc au moment d'évoquer l'origine de la phrase « l'important c'est de participer ». Tout commence avec un évêque anglican américain. L'évêque de Pennsylvanie, Ethelbert Talbot, est également présent à Londres au moment des Jeux puisque se tient en parallèle la conférence internationale des évêques anglicans. Le 19 juillet 1908, Ethelbert Talbot est invité à prêcher dans la cathédrale Saint-Paul de Londres, devant un parterre prestigieux puisqu'il comprend les délégations sportives venues avec leurs athlètes assister aux Jeux, dont celles des Anglais et des Américains, mais aussi l'ensemble des officiels, y compris Coubertin. Monseigneur Talbot monte en chaire et choisit d'évoquer le désaccord qui oppose alors les délégations anglaises et américaines. Il prononcera alors les phrases suivantes. Les Jeux olympiques sont en eux-mêmes plus importants que les épreuves et les récompenses qui y sont associées. Et puis, quelques instants plus tard, il dira « Même si une seule personne peut porter la couronne de laurier, tout le monde peut partager la même joie de la compétition. » Coubertin, qui est présent dans l'assistance, tend l'oreille et s'approprie la formule d'Ethelbert Talbot. Il va récupérer les phrases de l'évêque et les réadapter. La version de Coubertin deviendra donc « L'important aux Jeux olympiques n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Cette maxime ne deviendra le credo olympique qu'à partir des Jeux de 1932. Il est maintenant temps de parler d'un nouveau marathon.
C'est la famille royale britannique qui va imposer l'itinéraire de la course. Les enfants de la famille royale ont demandé en effet que le départ de la course se fasse depuis les jardins du château de Windsor. L'arrivée, elle, doit se faire au White City Stadium. Et pas à n'importe quel endroit du stade, devant la loge attribuée à la famille royale. Depuis 1896, le marathon moderne a toujours tourné autour de 42 km. Elle devient à présent, pour le marathon de 1908, 42,195 km. Cette distance deviendra la distance officielle du marathon à partir de 1921. Le départ du marathon est donné le 24 juillet 1908. 55 coureurs se présentent sur la ligne de départ. Pour une fois, la température est supportable puisqu'il fait 26 degrés. Jusqu'à mi-course, 3 Anglais sont en tête. Au 20e kilomètre, un Sud-Africain, Charles Efron, prend la tête de la course devant un coureur italien, Dorando Pietri, chef pâtissier de 22 ans, et un coureur américain, John Hayes. Pietri, qui a 4 minutes de retard sur Efron, fait un effort surhumain et parvient à le doubler à 3 km de l'arrivée. Il entre en tête dans le stade, complètement hébété, désorienté, il se trompe de direction, il part à droite au lieu de prendre à gauche. Des officiels le rattrapent et lui indiquent la route à suivre. Alors qu'il n'est plus qu'à 200 mètres de la ligne d'arrivée, Pietri s'effondre, il est allé au bout de ses forces. La foule se met à hurler « Aidez-le !» Pietri se relève et s'écroule à nouveau à 10 mètres à peine de la ligne d'arrivée. Immédiatement, des spectateurs, parmi lesquels Conan Doyle, futur créateur de Sherlock Holmes, mais à ce moment-là, journaliste qui couvre les Jeux Olympiques, cette foule donc se précipite pour venir au secours de Pietri. Le rapport officiel de la course précise « Comme il était impossible de le laisser là, car il allait peut-être mourir sous les yeux de la reine et du public, des médecins et leurs assistants se sont précipités à son secours. » C'est donc aidé par plusieurs médecins officiels sur les derniers mètres que Pietri coupe le fil avant de s'écrouler et d'être mis sur un brancard et dirigé vers l'hôpital. Les Américains portent immédiatement réclamation. John Hayes, leur coureur, arrive juste 32 secondes après Pietri. Après de longues discussions, qui vont durer toute la nuit, les juges finissent par disqualifier Pietri. Johnny Hayes devient donc le nouveau champion olympique de marathon. En marque de sa compassion, la reine Alexandra offrira à Pietri une coupe en argent. Le célèbre chanteur Irving Berlin consacrera même à Pietri une chanson devenue célèbre, Dorando Run. Ces exploits sportifs vont susciter un véritable engouement international pour le marathon dans le monde entier. Pietri ne gagnera jamais de médaille olympique. L'écrivain anglais Conan Doyle et le Daily Mail lanceront même en 1910 une souscription publique visant à trouver des fonds à Pietri pour qu'il puisse ouvrir chez lui en Italie une boulangerie. Ils réussissent finalement à lever la somme de 300 livres sterling, une somme énorme pour l'époque, avec laquelle Pietri ouvrira finalement un hôtel avec son frère. Il raccroche de la course en 1911 à seulement 26 ans. Pour la course du 400 mètres, 4 athlètes se présentent sur la ligne de départ. Un Britannique, Wyndham Halswell, 3 Américains, William Robbins, John Carpenter et John Taylor. Le Britannique Halswell est le favori puisqu'il vient de battre le record olympique en demi-finale avec 48 secondes et 4 centièmes. Alors que Halswell essaye de rattraper Robbins, Carpenter fait un écart, court en diagonale et coupe l'effort du Britannique. Aux États-Unis, en effet, on autorise les coureurs à se gêner mutuellement pendant la course, ce qui est rigoureusement interdit aux Jeux Olympiques. Les juges décident finalement d'annuler la course et de la faire recourir en disqualifiant Carpenter. Pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise à l'avenir, les juges ordonnent qu'on matérialise des couloirs de course avec des cordes. Furieux, les 2 coureurs américains refusent catégoriquement de repartir. Halswell, seul, va donc accomplir en 50 secondes la finale olympique du 400 mètres. Il s'agit de la seule et unique victoire par abandon de l'histoire des Jeux Olympiques. À partir des Jeux de 1908, les courses auront systématiquement des couloirs matérialisés. Voilà, on en a terminé avec les Jeux de 1908 et on se retrouve bientôt pour les Jeux de 1912. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.